Alors l'attention, c'est un système, on peut parler de système ou une fonction dans le cerveau qui va servir à sélectionner les informations qui sont jugées les plus importantes. Parce qu'on ne peut pas tout traiter, on ne peut pas tout voir, tout entendre. Et donc il y a une certaine hiérarchisation qui est mise en place. Et donc certaines informations ont plus de valeur en fonction de ce qu'on cherche à faire. Et ces informations vont recevoir l'attention. Donc c'est un système de sélection avant tout qui peut s'appliquer soit à des signaux sensoriels externes, hein, ça peut être donc ce qu'on voit et autres, mais également à des phénomènes plus mentaux, internes, par exemple des pensées. Il y a une image classique pour se représenter l'attention qui est due à Michael Posner, un psychologue américain, qui est celle d'un faisceau de lumière. Donc on voit bien cette idée d'une scène où il y a quelques éléments qui sont mis en lumière et puis le reste est dans l'ombre. Alors ça, c'est assez courant comme image et ça reflète bien cette idée de sélection, effectivement. Donc l'attention, disons dans le cadre de l'apprentissage, l'attention, elle va être nécessaire parce que c'est elle qui va permettre vraiment d'engager le cerveau. Par exemple, dans une tâche de lecture, on voit très bien qu'un cerveau qui est attentif, il va mettre en jeu des zones impliquées dans la compréhension, dans la mémorisation. Il va traiter plus longtemps aussi l'information. Alors qu'un cerveau qui est inattentif, lui, il va à peine être effleuré. En fait, il va juste prendre connaissance du fait qu'il s'est passé, qu'il y avait un texte, par exemple, sous les yeux. C'est ce qui se passe quand on lit un texte en étant un peu distrait. On voit bien qu'il y a quelque chose. On n'est pas aveugle. Mais tout le mécanisme de compréhension, d'apprentissage, il n'a pas lieu quand on n'est pas attentif. Alors évidemment, il y a pas mal de différences entre l'attention d'un petit enfant, voire d'un bébé et puis d'un adulte. Mais on peut dire que la principale, en fait, elle concerne ce qu'on peut appeler les fonctions de stabilisation de l'attention par un objectif à long terme. C'est-à-dire de se dire, je vais faire attention à ça, pas parce que ça me procure une gratification immédiate tout de suite, ou parce que c'est saillant, par exemple un bruit, mais parce que c'est important pour un objectif que je me suis fixé. Donc ça va être plus difficile pour un petit, parce qu'il a moins cette capacité à se projeter dans le temps, à utiliser le long terme pour guider son comportement. Alors est-ce que l'attention est qu'une question de volonté? C'est pas si simple, parce qu'effectivement, on peut guider son attention en fonction de ce qu'on pourrait appeler la volonté, c'est-à-dire je décide de faire attention à ceci parce que c'est ce qui est important. Là, pour moi, c'est ce que je cherche à faire. Donc ça, c'est vraiment l'attention dite volontaire. Mais il y a au moins deux autres systèmes qui orientent l'attention à chaque instant, qui l'orientent en fonction de ce qui est saillant. Donc c'est un événement, quelqu'un qui rentre dans la pièce, tout d'un coup ça va attirer mon attention. C'est une forme d'attention un peu réflexe qui permet de nous sauver la vie quand on traverse la rue, parce que s'il y a un vélo qui arrive, on va le remarquer. C'est pas de l'attention volontaire. Et puis l'attention, elle est pas mal orientée aussi en fonction de ce qui a ce petit côté excitant, un petit peu émotionnel. J'aime bien, tiens, ça me titille. J'ai envie d'aller regarder mon message sur mon téléphone. C'est le circuit de la récompense qui est dans le cerveau et à l'origine de ce type de réorientation de l'attention. Et là aussi, on ne peut pas vraiment parler d'attention orientée volontairement dans ce cas-là. Donc il n'y a pas que l'attention volontaire, et c'est tout un jeu en fait de jouer entre ces trois systèmes pour arriver à guider, pas forcément par la force brute, mais plus par un équilibre assez subtil. Ah oui, on peut tout à fait être assez distrait, puis tout d'un coup se concentrer, et ça s'entraîne. Ce qu'il faut, c'est être au clair sur son intention. Qu'est-ce que je cherche à faire maintenant? Tout de suite, là, je peux avoir une attention relativement flottante et être plus elle se laisse prendre par ceci ou cela. Puis tout d'un coup, paf, je reviens parce il faut que j'écoute là. Tout d'un coup, une explication. Il ne faut pas que je rate un mot. Je me concentre. Alors voilà, dans les échelles de temps qui sont de la vie quotidienne, de quelques secondes, c'est tout à fait possible. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tout le temps attentif, parce que comme l'attention, c'est ce principe, ce mécanisme de sélection de certaines informations par rapport à d'autres, comme on ne peut pas tout traiter, l'attention est tout le temps quelque part. Parfois, on a l'impression d'être moins attentif parce que, par exemple, on est dans ses pensées, mais dans ce cas-là, c'est juste que l'attention est braquée sur les pensées. Mais il y a toujours quelque chose qui est sélectionné par le cerveau comme plus important et qui reçoit plus de traitement, plus de ressources cognitives. Donc on est tout le temps attentif à quelque chose. C'est possible de faire attention c'est possible de faire plusieurs tâches à la fois. On peut faire du vélo tout en sifflant ou en parlant, à condition que les tâches soient automatisées. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de faire en même temps deux tâches qui demandent de l'attention. Parfois, c'est franchement impossible, quand ça fait appel vraiment au même réseau. Par exemple, je pense que compter en utilisant vraiment la petite voix,
C'est-à-dire que se parler dans sa tête pour compter et en même temps apprendre une poésie, ce serait tout à fait impossible. Et dans ce cas-là, quand on doit mener de front deux tâches qui demandent de l'attention, la seule façon de s'y prendre, c'est de basculer de l'une à l'autre. Et là, il y a un coup qui est bien connu en psychologie cognitive, qui s'appelle le coût du changement, du passage de l'un à l'autre, switch cost en anglais, et qui induit une baisse de performance. C'est moins efficace. On peut résister à la distraction, alors il faut faire bien attention parce qu'il y a ce mécanisme donc, de capture de l'attention par des événements saillants, donc le vélo qui arrive quand on est en train de traverser la rue. Ce mécanisme lui-même de capture de l'attention, il est assez bref. Généralement, en une demi-seconde, le cerveau a reconnu que c'était une information importante et il a reconnu de quoi il s'agissait. Il faut distinguer d'un autre phénomène après qui est une sorte d'emballement, de cascade d'opérations cognitives. Tiens, c'est un vélo, qu'est-ce que c'est? Et puis là, il y a vraiment la vraie distraction. Essayer d'inhiber la capture elle-même, le début de la distraction, c'est pas la peine. C'est juste un effort qui va entraîner de la crispation. Par contre, tout le jeu, pour arriver à discipliner son attention, c'est d'arriver à laisser ce début de la distraction et d'enrayer, d'empêcher la suite de tout ce mécanisme d'emballement. En fait, la clé, elle est là. Alors en classe, effectivement, quand on veut parler de l'attention dans les classes, la première chose à faire, c'est de faire ressentir ce qu'apporte l'attention. Et là, il y a un petit moyen qui est assez facile, c'est que souvent, on est beaucoup plus sensible aux besoins d'attention quand soi-même, on a besoin d'attention. Un petit enfant, même un bébé, il va crier pour appeler l'attention de ses parents parce que sinon, il est mort. Donc les enfants savent très très bien ce que c'est que de vouloir l'attention, d'avoir besoin de l'attention et de ne pas l'avoir. Dans ce cas-là, ils se roulent par terre ou ils commencent à crier. Donc ce qu'on peut faire comme expérience, c'est de demander à un enfant de raconter sa journée et de faire exprès manifestement de ne pas du tout l'écouter et de lui demander après coup ce qu'il a ressenti, comment il s'est senti et ce qui manquait, ce qu'il a constaté comme problème. Et là, on peut comme ça introduire cette notion d'attention et son rôle. En classe, on peut la définir de façon un petit peu formelle, comme effectivement par cette sélection de certaines informations, mais parfois c'est un petit peu abstrait pour les enfants, surtout en primaire. Donc parler comme ça, faire ressentir ce qu'apporte l'attention, c'est souvent plus efficace. Et puis on peut, moi j'ai coutume avec les enfants aussi de leur faire sentir que l'attention c'est une connexion. Donc là ce qu'on peut faire c'est, on peut mettre deux enfants face à face, et puis il y a un meneur qui doit faire des mouvements et l'autre doit suivre. Et si on les connecte en mettant un ballon entre les deux mains, et dès que le meneur fait un mouvement, le suiveur va naturellement suivre. Et parce qu'il y a un contact physique. Si on enlève le ballon et qu'on demande la même opération, le suiveur va vite réaliser que s'il ne fait pas attention, il perd cette connexion, il perd ce couplage. Donc l'attention, c'est ce qui va permettre un couplage et une connexion. Et de là, on peut glisser sur le fait que l'enseignant, ce qu'il veut, c'est établir cette connexion avec l'enfant à certains moments. Comment se reconcentrer après une interruption? Alors il y a plusieurs pistes pour apprivoiser un petit peu son attention. Il y en a qui sont un peu sur le long terme, d'apprendre à comprendre la dynamique spontanée de son attention, et puis se familiariser presque comme avec un petit animal, à comprendre ce que notre attention aime. Là, on est dans ce que j'appelle le développement d'une sorte de sens de l'équilibre, sens de l'équilibre attentionnel, j'appelle ça comme ça. C'est un peu du long terme. Après, sur du très court terme, la première chose, c'est quand même c'est beaucoup plus facile de se concentrer quand on sait exactement ce qu'on doit faire, quand on a un objectif précis, parce que le cerveau va beaucoup plus naturellement et facilement faire la distinction entre ce qui est pertinent pour l'objectif ou non pertinent, non utile. Donc première chose, qu'est-ce que je cherche à faire vraiment? Quelle est mon intention? Alors on peut en fait expliquer à un enfant qui dit mais comment on fait pour se concentrer? Parce qu'un enfant peut dire ça, mais vous me dites de me concentrer, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour me concentrer? Et en fait ça s'explique. Ça s'explique pour chaque activité, il y a un moyen d'expliquer, il y a des modes d'emploi qu'on peut... C'est vraiment des modes d'emploi. Donc là c'est l'exemple du verre. Donc j'ai un verre qui est presque plein et si je dois le déplacer sans renverser, parmi tout ce que je peux percevoir du monde, je peux percevoir les bruits dans la rue, je peux percevoir le cerveau qui est à côté, des gratouillis. Non, en fait, il faut mieux que je regarde, que ma perception, que je favorise, que je privilégie, soit l'écart qu'il y a entre l'eau, la surface de l'eau, et le haut du verre. Donc je vais juste regarder ça. Voilà, donc c'est vraiment privilégier la modalité visuelle. Et puis, si je fais simplement ça, ça ne suffit pas, parce que le verre, il ne va pas bouger. Donc, en plus de ça, il faut que j'agisse d'une certaine façon. Je vais agir en contrôlant quoi? En contrôlant finement la motricité de ma main. Donc, en faisant attention à bien faire quoi? À bien déplacer la main et le verre doucement. Et puis, il manque une composante qui est la composante d'intention. C'est-à-dire qu'en plus de ça,
cette espèce de danse qu'il y a entre ce que je vois et ce que je fais va être guidée par une intention qui est que très précisément, la surface de l'eau ne se rapproche jamais du haut du verre. Donc c'est ça que je vais surveiller. Donc si je fais ça, je surveille la distance entre le haut du verre et l'eau, et puis je fais attention à faire des mouvements tout doux de la main, en veillant à ce que l'écart soit à peu près constant. Et bien si je fais ça, je suis totalement concentré sur le verre d'eau. Je ne vais pas forcément réussir parce que je peux être très maladroit, mais au moins je fais du mieux que je peux. Donc on peut comme ça donner des modes d'emploi qui montrent en fait des sortes de petits leviers que l'enfant n'a qu'à saisir pour les utiliser. Il n'y a plus qu'à. Et qu'il mette dans les meilleures conditions possibles pour réussir ce qu'il a à faire. Un élève qui arrive en classe, je pense qu'il a cette espèce d'a priori que l'enseignant va avoir besoin de son attention constante pendant tout le cours. Qu'il souhaite qu'il soit concentré du début du cours jusqu'à la fin. En fait, l'enseignant, généralement, n'a pas besoin de ça. L'enseignant, il va avoir des moments où il a vraiment besoin de l'attention des élèves, et puis d'autres où il va avoir moins besoin de l'attention des élèves. Par contre, il a souvent besoin d'une attention synchrone, c'est-à-dire que tout le monde soit connecté en même temps. Donc pourquoi ne pas le dire? Ce qu'on peut faire, c'est être franc avec les élèves en leur disant qu'il y a des moments où on aura besoin qu'ils soient plus attentifs, d'autres moins. Et puis utiliser par exemple une signalétique, un petit A, vert, orange, rouge, qui indique le niveau d'attention dont on a besoin. Et ça met tout le monde plus à l'aise parce que l'élève qui pensait qu'il avait besoin d'être concentré tout le temps et que de toute façon savait qu'il n'y arriverait pas, il est moins en échec et il va concentrer son effort sur certains moments, si on peut parler d'effort. Donc voilà, c'est une technique qu'on peut utiliser pour mener une classe. Améliorer l'attention des élèves, il faut bien savoir que c'est un projet qui est immensément ambitieux. C'est-à-dire qu'on est en train de toucher à quelque chose qui est vraiment profond dans l'individu. Et il ne faut pas s'attendre à avoir un résultat du jour au lendemain. L'enseignant qui dirait j'ai une classe qui bouge et un peu trop et j'aimerais des trucs pour que dès lundi ils soient tous sages et attentifs, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment un processus dans lequel il faut engager la classe et l'enfant en particulier qui va, dans ce processus, on va rencontrer des petites stratégies cognitives relativement simples et puis d'autres qui sont plus vraiment du domaine de l'apprentissage et d'apprendre un vrai savoir-faire. Un peu comme apprendre la musique, à aucun moment on imaginerait qu'il y a un guide pour apprendre la musique, à jouer du piano comme un dieu du jour au lendemain. C'est sur du temps long. L'attention des élèves, il y a bien des moyens de l'étudier. On peut l'étudier soit par des tests de laboratoire. Nous, on avait conçu par exemple sur tablette numérique un test qui mesure la capacité à rester concentré sur une tâche vraiment de seconde en seconde, de façon extrêmement continue. Donc on peut voir à quel moment les enfants décrochent, combien de temps, etc. Après, l'attention, elle peut se mesurer ou s'observer à partir de films de classe, où on parlera beaucoup plus de la dynamique de classe, de la connexion qu'il y a entre l'enseignant et la classe. Enfin, il y a vraiment bien des facettes et bien des méthodes pour observer l'attention et l'étudier. On se pose souvent la question de l'impact des écrans sur l'attention des enfants. Déjà, je pense qu'il ne faut pas forcément parler d'écran, mais il faut parler de ce qu'il y a sur l'écran. Il y a par exemple des applications sur écran, même des jeux, qui vont demander à l'enfant de développer une vision stratégique, d'organiser son action dans le temps et qui font vraiment appel aux fonctions exécutives, donc qui ne sont pas inintéressants dans certains cas. Puis il y a d'autres jeux qui sont beaucoup plus dans le réflexe, qui vont peut-être moins éduquer cette capacité d'attention vraiment volontaire. Donc il faut vraiment regarder et se poser avec l'enfant pour comprendre ce qu'il fait avec son écran. Après, on n'a pas vraiment d'études qui montrent un effet sur l'attention de certains types d'utilisation de l'écran. Enfin, il y a des choses qui ont été faites dans le domaine des jeux vidéo, dans certains cas, sur certains types d'attention, mais il n'y a pas de réponse générale. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que des jeux ou des applications sur écran qui ont tendance à stimuler extrêmement souvent par un contenu très dynamique, donc ce qu'on appelle les circuits de la récompense, vont quand même avoir tendance à placer l'enfant dans un mode d'attention où il s'attend à recevoir ces récompenses très fréquentes et où il va peut-être se sentir mal à l'aise dans un environnement plus monotone avec une personne qui parle ou qui n'est pas immédiatement gratifiante. Il faut qu'il soit plus plein que ça encore? Ouais. Et puis justement, du coup, tu vas être obligé. Sinon, on prend une autre... Non, c'est très bien. Il suffit qu'il soit un peu plus rempli. Oui, voilà. mais elle va avoir du mal à l'amener. Non, parce qu'elle va être concentrée. Elle va utiliser ma technique. Les capacités attentionnelles sont au maximum. Tu vois, tu fais exactement le truc que je vais décrire. Ah ouais, tu as vachement rempli. Pourquoi tu regardes pas le plafond? Parce que sinon, je te renverse tout. Il est quand même bien. Ah ouais, non, là, c'est chaud, là.
Mais il va falloir faire très Sinon, attention. On peut le boire un peu. Ouais, c'est exactement ce que je vais faire. Parce que là, on peut même pas parler de l'écart entre la surface. Là, je pense que ça va. Et évidemment, il faut que j'enlève toute goutte d'eau pour surtout pas donner l'impression que j'ai renversé.